bonsoir. Je vais me présenter déjà rapidement. Donc, je m'appelle Stéphane Chung. Moi, je travaille à l'INA, donc l'Institut national d'audiovisuel. Je pense que vous connaissez un petit peu notre institution. Peut-être plus pour les archives. Moi, je travaille dans la partie qui s'appelle Campus, donc qui est l'école et le centre de formation de l'INA. Et je suis en charge de l'ensemble des diplômes et formations en images numériques. À ce titre, j'ai été amené à m'intéresser depuis assez longtemps à ce qui se passait autour de l'intelligence artificielle, et ça fait maintenant 4 ans que j'ai mis en place les premiers éléments de formation sur les premiers outils qu'on voyait arriver dans certains de nos cursus, en particulier en motion design 3D, sur les formations 3D temps réel, et maintenant de plus en plus largement, et en dehors de moi, mes collègues font de même sur beaucoup de diplômes, et on a aussi beaucoup de formations spécifiquement tournées vers l'IA aujourd'hui qui ont émergé aussi. Alors pour autant, c'est pas facile parce que ça bouge très vite. J'interviens assez souvent sur cette thématique de l'intelligence artificielle, généralement plutôt pour parler d'images, parce que c'est vraiment mon domaine de compétence à la base. Ce soir, c'est un peu exceptionnel, un peu différent. C'est la première fois aussi que je parle d'autres sujets que vraiment la génération d'images, puisque je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai pu rencontrer ces derniers temps autour des automatisations, autour des agents IA, de comment tout ça se met un petit peu en place. Comment ça peut être intéressant ou pas, quelles questions qu'on peut se poser pour la production, donc pour la gestion de production, de la direction de production, pour certaines tâches de post-prod, pour voilà, différentes choses. Et un peu au-delà, en fait, je vais vous parler de l'utilisation que j'en ai dans mon quotidien aujourd'hui, parce que j'étudie toutes ces choses-là, ces outils. Je m'en sers un petit peu dans un côté bac à sable. Et du coup, je déploie même ces outils dans mon travail de tous les jours. Donc, c'est pas que de la prod, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui s'en rapprochent et qui parlent d'organisation de façon générale. Et donc, je pense qu'on peut faire un parallèle assez facilement dans nos différentes activités. Je vais proposer quelques définitions. C'est la partie topo qu'on avait. Alors, c'est vrai que je vais aller un peu plus vite sur ces parties-là parce qu'il y a des choses que je préfère vous montrer visuellement de à quoi ça ressemble quand on rentre dans les outils. Juste simplement, définition rapide, parce qu'on va parler et automatisation et agent. Donc d'abord sur les automatisations, c'est des choses qui existent depuis assez longtemps. Ça, c'est pas forcément nouveau. C'est quand on va pouvoir avoir, et là je parle du côté informatique, des enchaînements automatiques avec différentes tâches. Généralement, le schéma de base qu'on va avoir, c'est un ou des déclencheurs, qui vont s'appeler trigger, des actions et des résultats. C'est des systèmes qui existent depuis longtemps. Il y a des outils dédiés qui sont en place dans le monde informatique. Je pense qu'on va les voir. Pour certains, vous les reconnaîtrez. On s'en sert systématiquement quand on a besoin de gagner du temps sur des tâches qui ne nécessitent pas forcément d'intervention humaine. Quand ça pourrait être fait avec la main de l'homme, parfois simplement pour éviter qu'il y ait des erreurs, parce que simplement si on prend des données, qu'on en fait autre chose, qu'on les retraite, qu'on les copie-colle, qu'on les recopie, plus on a de manipulation et plus il y a une possibilité de glisser aussi une erreur. Donc s'il y a des choses qu'on peut rendre automatiques pour être sûr que c'est conforme, parfois c'est juste beaucoup plus simple. Dans les outils, il y a des outils que vous connaissez peut-être déjà. Un premier qui s'appelle IFTTT, qui veut dire if this then that. C'est vraiment la logique de l'automatisation. C'est un outil qui existe depuis des années, je ne sais pas exactement quelle date, mais ça fait très longtemps, qui permettait de mettre en place des petites routines sur le web avec des éléments déclencheurs, qui va être assez simple. Si un nouveau fichier est créé à tel endroit, alors duplique ce fichier et envoie-le à telle personne, ou fait ceci, ou fait cela. Donc c'est des choses qui étaient assez simples et qui sont en place pour les gens qui utilisent beaucoup d'outils web. Je pense que vous êtes tombés là-dessus à un moment ou à un autre. Plus récemment, donc, il y a Zapier qui était sur le même principe,
qui a été augmenté plus récemment avec des nouvelles fonctionnalités, mais qui existe depuis assez longtemps aussi. MEC, qui est un outil plus récent. Ils ont l'avantage d'être, pour ces outils, dans leur utilisation, d'être no-code. Vous n'avez pas besoin de savoir coder quoi que ce soit, c'est juste des petites choses qu'on relie avec des déclenchements et des actions. C'est sur le cloud, donc c'est des choses qui sont hébergées, qui sont facilement accessibles, c'est très simple d'utilisation. Plus récemment, on a un outil qu'on va regarder un peu plus en détail après, mais qui a fait beaucoup parler de lui, N8N, qui permet d'aller un peu plus loin sur l'automatisation. C'est un outil qui est open source, donc on peut le déployer sur notre propre machine, sur nos propres serveurs. Il existe aussi une version cloud, qui sera, elle, donc hébergée avec un système de SaaS et donc une utilisation payante. C'est leur modèle économique, qui est un outil beaucoup plus puissant que les premiers que j'ai cités et qui donc est un petit peu, montre un petit peu une avancée majeure sur l'automatisation. Et enfin, je cite, mais je ne vais pas les montrer aujourd'hui, mais donc d'autres outils qui sont Airflow, Temporal, qui sont sur le même principe, mais plus orientés vers les développeurs, vers le code. Et donc c'est pas mon sujet principal, même si on touche un peu au code. Et en tout cas, je n'ai pas d'usage de cela. Je vais me concentrer un peu plus sur la partie automatisation sur N8N parce que c'est un outil qui permet de faire des choses simples comme des choses très complexes. On peut aller très loin avec. Le fait qu'il y ait des versions cloud, donc SaaS, qu'on va pouvoir héberger, ça veut dire qu'on va avoir un contrôle des données aussi qui ne va pas être le même. D'un côté, on a un système très facile d'emploi. De l'autre, ça veut dire qu'on peut tout déployer et tout maîtriser avec une gestion des risques qui va être bien meilleure. Pour autant, c'est la même façon de travailler dedans, c'est la même logique, les mêmes outils, à peu de choses près. Il y a quelques petites options qui diffèrent, mais c'est très très léger. Et la version qu'on va pouvoir nous déployer, elle est gratuite et open source. Autre définition, chose qu'on va aller regarder un petit peu, donc c'est l'autre partie de cette présentation, ce sont les agents IA. Je pense que les agents, vous en entendez parler depuis au moins un an, un peu partout, en disant que c'est une révolution, que ça change tout. Pour autant, c'est pas forcément si clair que ça dans ce qu'on croise, à quel moment ce sont ou pas des agents et qu'est-ce qu'ils sont censés faire. Le principe de l'agent, c'est qu'on a un système d'IA qui doit avoir une certaine autonomie et donc capable de réagir à une demande pour atteindre un objectif et pas forcément d'une façon parfaitement linéaire. Cet agent, il doit comprendre ce qu'on veut faire, il doit l'organiser, donc avoir une vraie partie planification, et exécuter une ou plusieurs tâches et, si on lui demande, en tout cas si on le fait correctement, vérifier aussi ce qui a été généré. Ce qui est important, puisque si on parle d'IA générative, ne pas sans savoir que le principe même de cette IA générative, c'est que c'est un système hallucinatoire qui va donc faire des choses, inventer des choses parfois, et aussi avoir un certain nombre de risques d'erreur. Donc on est dans un paradoxe dans les usages de l'IA aujourd'hui, qu'on veut lui faire des choses avec le moins d'erreurs possible, alors que c'est un système à la base qui est fait pour inventer quelque chose. Donc on essaye de limiter ça. C'est là où sur les agents, on a des objectifs qui sont un peu plus atteignables que ce qu'on avait avant. Certains agents peuvent même aller jusqu'à utiliser des outils externes, donc d'autres briques logicielles. La différence, si on compare avec les chatbots, donc chatbot, c'est vraiment ce que vous allez trouver sur les fonctions basiques d'un ChatGPT sur OpenAI, de tous les systèmes sur Mistral, sur Claude, sur Gemini, etc. Un chatbot, vous posez une question, il répond. On a quelque chose qui est assez direct dans l'interaction. Sur un agent IA, on va lui demander quelque chose, il va enchaîner une série d'actions. Cette série d'actions peut être relativement automatique, donc les choses s'enchaînent toutes seules, ou vont nécessiter une intervention humaine à certaines étapes, avec des choix de notre part, avec des validations. Et tout ça, c'est des choses qui vont être décidées d'un côté par l'éditeur qui propose ce système d'agent, une part logicielle, mais aussi par des réglages qu'on va pouvoir faire. Donc on a un niveau de contrôle qui est variable et surtout qu'on peut relativement décider.
Sur un chatbot, la réponse, c'est du texte. Alors, on a aussi des choses sur l'image, on va pouvoir générer l'image, on pourra sur le son générer de l'audio, etc. Mais là, on va se concentrer beaucoup plus sur le texte quand même aujourd'hui. L'agent IA ne va pas forcément faire que du texte, il peut aussi intervenir, comme il y a plusieurs tâches, sur d'autres choses. Donc on peut très bien demander à un moment donné de la génération d'éléments textuels, de code, d'images, de sons, de développement d'applications, de logiciels, de tout mélanger ensemble, de comparer des choses, d'en déduire un résultat pour refaire autre chose, etc., etc. Donc vous voyez que là, on repousse la limite de ce qu'on va pouvoir faire avec de l'IA, avec ce système d'agents. L'organisation des agents, jusqu'il y a peu de temps, c'est le schéma que vous avez à gauche. Alors je vais vous détailler ce qui est écrit dans les petites cases, ce n'est pas forcément le plus important, ce sont plutôt des exemples. Mais c'est d'avoir cet outil, cet agent premier qui va être utilisé comme une sorte de chef de projet et qui va faire travailler plusieurs agents. Alors, c'est des comparaisons humaines. On n'est pas du tout sur... il n'y a pas de ressemblance réelle humaine. C'est comme quand on parle des réseaux de neurones, ce n'est pas des neurones. Mais c'est des analogies qui fonctionnent dans nos organisations et donc qu'on comprend un peu plus facilement. Donc, on a un côté organisation. Et en dessous de cette organisation, on a une répartition des tâches sur des agents IA qui ont fait leur propre spécialité. Et qui donc vont être capables, de générer du texte, de l'autre de générer une image, etc. Et ils vont avoir des travaux différents. Si on l'applique sur le développement, ça peut être le développement d'une partie de code sur du front-end, sur du back, un design graphique. Donc, des actions différentes, mais complémentaires et structurées par un agent qui est une sorte de chef de projet. Beaucoup plus récemment, il y a eu une évolution assez importante sur ces agents qui agissent beaucoup plus en équipe. Donc on a plus ce côté purement chef de projet avec un ordre descendant d'organisation, mais un côté plus de leadership d'organisation, c'est-à-dire que les agents entre eux vont communiquer. Donc ça, c'est assez récent, c'est mis en évidence maintenant dans les derniers modèles qui sont sortis. Là, on parle de choses qui principalement sont sorties en 2026, donc on est vraiment dans une actualité qui est assez chaude, et ça change pas mal de choses dans la façon de travailler. C'est un peu obscur la première fois parce qu'on a du mal à comprendre qu'on lance une action et qu'il y a différents éléments, différentes tâches qui peuvent s'effectuer en parallèle avec différents agents IA qui vont communiquer entre eux et en fonction de leurs propres résultats, remonter ça finalement à un système d'organisation qui va les relancer pour affiner, modifier les tâches. Ça nous donne beaucoup plus de puissance. C'est honnêtement un peu plus dur à comprendre et à contrôler dans l'usage. En revanche, en termes de résultats, sur les premières applications, les premiers tests qu'on a pu faire, ça change quand même énormément de choses et ça ouvre des nouvelles possibilités. C'est ce qu'on va aller voir aussi un petit peu. Il y a pas mal de choses que je vous montrerai qui sont très liées à cette actualité-là. Les outils principaux que je vous propose d'aller voir aujourd'hui, parce qu'on ne va pas pouvoir tout balayer, j'en ai déjà fait une petite sélection qui est assez complète. On va parler d'outils, d'agents qui sont Genspark et Manus, qui sont plutôt pas très connus forcément. On va parler un petit peu de Make et Zapier, mais je ne vais pas m'étendre dessus vraiment. J'ai plutôt montré directement sur les parties automatisation du N8N avec différents types de workflows. Des workflows ensuite qui comportent de l'IA, donc des agents IA. Donc on va mélanger un petit peu à un moment donné automatisation et agents. C'est pour ça qu'on a groupé aussi cette présentation. Puis on parlera de Claude Code, qui est quand même une avancée majeure. Donc Claude, sont les modèles anthropiques. On parlera d'Antigravity, qui est un outil de Google. On parlera d'OpenClaw, qui est un truc d'actualité assez important et en même temps qui fait un buzz qu'on va essayer de comprendre. Et puis un petit bonus que je vous montrerai à la fin, je le garde pour plus tard. Donc les premiers cas d'usage qu'on va aller regarder, on va s'intéresser à un premier outil qui s'appelle Genspark.
Genspark, c'est un outil donc d'agent qui ressemble à un chatbot, donc il reste assez simple d'utilisation, qui rajoute juste quelques fonctionnalités agentiques avec des tâches un peu autonomes qui peuvent être réalisées à l'intérieur. À quoi ça peut servir? Optimisation de certaines recherches. On l'a testé, nous aussi, beaucoup, donc avec un de mes collègues, Alina, qui travaille beaucoup plus sur les formations en production. On a testé Genspark et un autre outil qu'on verra après, qui est Manus, sur des usages pour les chargés de prod. On a mis un peu en concurrence cet outil avec des gens en formation en chargé de production pour voir ce qui sortait et est-ce que un système d'agents pouvait nous proposer des pistes intéressantes dans ce travail de chargé de production. Je vais venir sur le premier petit travail d'optimisation. Alors ça, c'est un truc perso en fait que je vous montre. Ce qui est juste une optimisation, mais je pense que vous verrez le cas d'usage sur différentes destinations, un parcours géographique avec des choses à faire, typiquement des choses qu'on peut rencontrer en prod. Et donc là, où je demandais juste, par rapport à différentes choses, une optimisation des points de passage, des trajets, par rapport à des contraintes de lieu, d'horaire, de comment gérer tout ça, de travailler sur différentes possibilités par rapport aux jours, aux heures prévues, ce qu'on pouvait trouver comme information. Et donc ça est parti d'un dossier d'ensemble avec toutes les possibilités voilà, donc c'est assez long, mais en fait il y a pas mal de choses là-dessus. Typiquement, c'est ce genre de travail qui peut être intéressant avec un outil comme Genspark qui fonctionne assez bien parce qu'il va être capable d'aller faire appel à quelques outils supplémentaires. Donc là, en l'occurrence, Google Maps, mais on pourrait avoir aussi des choses, de la recherche liée à des horaires de train, d'avion, voilà, tout ce qui est disponible. Donc trouver de l'information disponible en ligne, la vérifier, remettre tout ça ensemble, avoir des déductions et faire des propositions. Donc on a vraiment ce côté agentique où on a plusieurs actions, mais qui est encore relativement simple. Là où c'est devenu un peu plus puissant dans le test, c'est que on est parti sur un test donc à partir d'un exercice qui est donné en fin en fait, de cursus chez nous pour le diplôme de chargé de production, donc avec un dossier à créer. Alors je vais peut-être vous retrouver les éléments. Donc c'est tout l'énoncé de l'exercice. En fait, on est sur vraiment un travail de production et il y a beaucoup de documents qui sont fournis. Je vais vous les montrer un petit peu après. Et dans les consignes, en fait, on demande certains livrables avec des formats, avec voilà, des choses à préparer. Et donc une checklist des documents à fournir dans le cadre de ce travail-là. Donc le cahier des charges mis à jour, le planning de production, feuille de service pour la première semaine de tournage, avec l'email d'équipe, liste des coûts du tournage, les demandes d'autorisation, devis prévisionnel, avec les dépenses éligibles, le plan de financement professionnel, estimation FSA audiovisuel, le bilan carbone, enfin voilà, pas mal de choses. Voilà, si vous faites un peu de production, vous pouvez connaître, qui demandent un petit peu de préparation et de travail. Pour ça, ce qui est fourni, c'est certains éléments. On a aussi des éléments qui sont plus officiels, les dossiers de demande d'aide à la production documentaire du CNC, par exemple. Donc on fournit en fait un ensemble de documents qui vont servir à la réalisation de toutes ces tâches. FSA, etc. Et donc c'est exactement ce qui a été fourni ici. Donc tous les documents ont été fournis avec un petit brief sur ce qui était attendu. Et voici à peu près ce qui s'est passé. Ça a pris à peu près 25 ou 30 minutes de mémoire pour préparer tout ça. Donc, en fait, la mise en place de beaucoup d'outils qui vont permettre de lire les documents, lire les PDF, de lire de l'Excel, etc. Puis, voilà, différentes préparations. Ça a été assez long. Voilà les premières choses qui ont été établies sur les tableaux, sur tout ça. Et au final, donc, on arrive à un résultat complet avec tout qui a été préparé. Mais c'était plutôt cohérent, sans beaucoup d'imagination. C'est-à-dire ça essaye de reprendre les données, de trouver des infos. Mais c'était relativement OK, fonctionnel, mais pas du tout complet. Donc, nécessitait quand même de reprendre cette base-là pour retravailler.
ce qui était plutôt pas si mal, parce que ça permet juste de préparer un peu le travail et d'y passer moins de temps. Donc il y avait quand même une bonne partie de l'analyse qui était faite, mais ce n'était pas forcément suffisant. L'étape suivante a été de tester la même chose sur un autre outil qui est Manus. Et là, en fait, les choses ont été un peu plus loin. Donc, on repart du même principe avec le même type de demande. Et cette fois, les choses ont été un peu plus efficaces jusqu'à arriver à un document final qui a été produit. Donc, le document, je vous montre la version PDF. Donc, un livret de production avec donc, tous les éléments qui ont été demandés. Différentes parties de traitement, d'analyse par rapport au lieu, des moyens techniques. Ah, tout a été prévu, le planning a été préparé. Les éléments de feuilles de service. La liste des demandes d'autorisation. Ça parle de voitures aussi, donc il y a Renault et Citroën qui sont dedans par exemple. Donc c'est petit exemple ici, ça a été autorisation du groupe Renault avec un des agents de l'IA a été trouvé aussi le contact auquel est offert la demande, donc tout ce genre de choses. Donc ça, c'était pas fourni dans le début. On a beaucoup d'éléments qui ont été trouvés comme ça. Des propositions aussi sur les différentes personnes qui vont être liées à tout ça. Et puis on arrive sur un devis prévisionnel. Voilà, toutes les estimations, FSA, le bilan carbone prévisionnel. Donc tout ça qui vient vraiment de l'étude des documents et du travail qui a été fait dessus. Alors je ne suis pas le grand spécialiste, je ne suis pas producteur, mais on a des gens chez nous qui connaissent très bien. En résumé, le projet tel qu'il a été fait là est viable. Il n'y a pas d'erreur. On a testé sur d'autres documents, notamment sur une autre partie de production qui était un peu plus délicate, où il fallait lire un peu entre les lignes, qu'il y avait certains risques qu'il fallait anticiper, etc. Ça a été plutôt bien suivi, avec même des propositions qui étaient intéressantes pour la sécurité des personnes qui n'avaient pas été envisagées. Donc globalement, c'est des choses qui fonctionnent bien, qui ne sont pas imparables, qui ne sont pas infaillibles. Il y avait 2-3 petites erreurs quand même qui étaient glissées dedans, même si c'est à la marge. Des éléments qui n'étaient pas forcément bien expliqués, qui étaient un peu manquants, et globalement des faiblesses aussi de présentation du document, parce qu'il est un peu basique et qu'il n'y a pas d'effort de présentation, c'est-à-dire qu'on ne se met pas vraiment à la place des gens qui vont s'en servir et qui vont devoir le prendre en charge. Et donc il y avait des choses à revoir sur ces parties-là aussi de mise en forme qui n'étaient vraiment pas adaptées. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que ça commence à être exploitable, utilisable. Ça a beau être autonome, ça ne l'est pas. Mais ça permet d'avancer quand même sur ce genre de tâches, sur des choses qu'on estime, dans les exercices, qui étaient exercices sur une semaine, et qui là, sur Manus, tournent à peu près en 20 minutes. Donc ça permet quand même de gagner un peu de temps sur certaines étapes du travail et de se concentrer sur d'autres, voire de croiser certaines informations. Enfin, on peut aller encore plus loin maintenant. Mais c'était les premiers cas qu'on a testés, c'était à peu près il y a 1 an qu'on a réalisé ces tests-là. Donc c'était les premières avancées avec les systèmes d'agents qu'on avait un petit peu sous la main. Je vais partir de l'autre côté et plutôt du côté de l'automatisation maintenant. Sur l'automatisation, donc je vous parlais de N8N, donc qui permet avec des briques qui vont se connecter, c'est une interface un peu nodale qui est assez facile d'utilisation. On va pouvoir connecter des éléments, donc des déclencheurs, des actions, des résultats, avec toute une liste de choses qui sont un peu pré-programmées, où on n'a plus qu'à nous les paramétrer. Et puis des briques plus ouvertes, on peut même glisser du code, donc on peut aller développer un petit peu des éléments manquants dans certaines briques. Les usages pour ces automatisations, c'est des workflows divers et variés qui gèrent un petit peu de la donnée. Donc je vais vous en montrer deux ici, deux choses assez simples, avec un workflow qui est... C'est la partie basse ici qui est assez basique, avec juste 4 étapes. On a un trigger en fait, donc le trigger c'est le déclencheur, c'est-à-dire
qu'est-ce qui fait que l'automatisation va se lancer? Ça peut être différents types d'appels. Ici, c'est un trigger qui est en fait une programmation par rapport au temps. Donc, c'est à un certain moment. Donc, c'est tous les jours ou toutes les heures ou tous les mois. Enfin, on va pouvoir gérer ça. On va avoir un déclenchement d'une automatisation. Et là, on va aller donc vers l'élément suivant. Et là, c'est juste un élément qui nous permettait de récupérer des choses qui ont été stockées dans une playlist sur YouTube. Donc, différentes vidéos qui ont été mises. Et s'il y a un nouvel élément qui est ajouté, bah, ce nouvel élément, il va venir compléter une table. Donc une table qui va être juste une base de données qui est... Alors aujourd'hui, on peut même l'intégrer à N8N, ils ont leur propre système de table. Et donc si la ligne n'existe pas par rapport à un des éléments qui est trouvé, la ligne va être créée. Donc on va simplement insérer une ligne. Donc ça veut dire qu'on a un système qui automatiquement, à un intervalle récurrent, va aller vérifier des choses présentes dans une liste de visionnage YouTube. Et si les éléments n'existent pas, il complète au fur et à mesure la base de données. C'est vraiment un système d'automatisation. Enfin, on n'a pas d'IA, hein, c'est de l'automatisation pure et simple. Donc c'est typiquement à ça que sert N8N dans sa conception de base. Ça reprend ce qui existait avec IFTTT, avec Zapier, etc. Autre élément, et là j'ai 2-3 personnes qui vont connaître dans la salle parce qu'ils s'en sont servis. C'était pour un exercice pédagogique, donc en usage qui n'avait rien à voir, mais qui parle un tout petit peu d'image. Et le principe, c'était d'avoir un formulaire. Donc il y a un formulaire de base qui est établi. Et ce formulaire va demander en fait à quelqu'un de mettre son nom, son adresse mail et d'insérer aussi 2 images. En fait, l'exercice était une fusion automatisée d'images. Et donc en fait, ça s'est fait dans N8N, c'est-à-dire que l'image va être modifiée, on édite les champs qui vont avec. Donc c'est vraiment des choses qui sont assez simples à paramétrer. Et qui viennent ici d'une demande de formulaire. Et en fait, une fois que c'est généré, cette image, elle va être directement envoyée par mail. Donc c'était un système de double exposition un peu automatisé. Et c'est envoyé à plusieurs destinataires, donc le commanditaire du formulaire de départ, plus moi, parce qu'il fallait que je reçoive aussi toutes les images. Donc simplement, c'est une automatisation très linéaire d'action qui permet de modifier de l'image et de l'envoyer. Donc ça, c'est les premiers cas d'usage de N8N, mais au-delà de ça, on peut aller ajouter donc, de l'IA dans N8N. Donc là, on rajoute une capacité, puisque ça veut dire qu'on va avoir un agent IA comme brique, comme vous avez vu les autres briques de fonctionnement. Et donc là, on est sur un autre type de workflow qui est une structure de base que j'avais utilisée pour des choses de recherche documentaire et de veille. Et donc le système a un double trigger au départ, donc soit quand on lui demande de l'exécuter, donc pour avoir une demande manuelle d'exécution, ou on peut avoir, on a une demande qui est un lancement qui est là tous les jours à 7h le matin, où en fait on va aller récupérer dans un tableur des liens. Donc ces liens correspondent à des sources qu'on veut suivre et étudier. Donc c'est des flux RSS, des sites web, différents types de sources sur le web qu'on peut avoir. On a une requête HTTP. Et en fait, à partir de là, on a un agent IA. Donc là, on est sur une version cloud, donc en ligne. Donc ici, j'utilise Gemini donc de Google. Si on déploie la même chose, mais qu'on héberge nous-mêmes, on peut très bien non pas utiliser un outil d'IA qui soit en ligne, mais avoir par exemple Ollama qui est installé et avec des modèles qui sont en open source en local et avoir tout ça qui tourne intégralement en local sans qu'il y ait aucune donnée finalement qui soit transformée, exploitée par l'agent IA sur le web. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de danger par rapport à la confidentialité. Enfin, on va regarder des sites d'actualité pour faire une synthèse. Donc, on n'a pas de risque majeur. En fait, tout ça, c'est produit donc par cet agent qui va aller lire tous les sites et en faire une sorte de résumé qui va venir ici dans un merge.
On a d'autres petits notes parce qu'il faut mettre un petit peu tout ça en forme. Le code ici qu'on a en JavaScript va surtout permettre de structurer les données pour leur donner une forme HTML, donc quelque chose qui sera beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile pour nous. Et ce résumé va être envoyé par mail. Donc on est sur le même système que tout à l'heure d'automatisation, sauf qu'on rajoute une brique un peu essentielle ici, qui est un agent IA, donc un modèle d'IA qui va tourner et qui va analyser le contenu, le modifier et en fabriquer quelque chose. Et là, on a des choses qui sont voilà, un peu plus intéressantes dans ce qu'on va pouvoir faire. Je montre un autre exemple, voilà, des workflows qui deviennent encore un peu plus conséquents, avec plus d'embranchements, où là, on va avoir un système d'automatisation que je poussais un peu plus loin pour que ça soit une utilisation personnelle depuis mon téléphone. Donc le trigger, cette fois-ci, et ça c'est un truc qu'on revoit beaucoup après dans ce qu'on utilise, c'est Telegram. Parce qu'en fait, Telegram, c'est une application de discussion qui me permet de créer des bots assez facilement, donc qui est très facilement lié à des systèmes d'automatisation. Et là, en fonction en fait de ce qui arrive, est-ce que c'est un élément texte, est-ce que c'est une image, enfin, quel type de document on va avoir en entrée, on a un switch qui va nous emmener vers différentes choses. Si c'est un fichier de document, en fait, il va comprendre qu'en fait, c'est parce que j'ai un document et que je veux le conserver quelque part. Donc automatiquement, il va être enregistré à un autre endroit et je vais avoir une réponse comme quoi ça a été fait sur le bot Telegram. Donc je vais avoir directement dans ma messagerie la réponse comme quoi l'action a été faite. Si c'est un ordre vocal, un enregistrement vocal, en fait, si je lui donne ça, c'est parce qu'a priori, j'en veux une transcription. Et on va aller vers un agent IA qui va en faire certaines choses par rapport à des jeux d'instructions. Et vous voyez que l'agent, il est connecté à plus de choses que ce que j'avais avant. Tout à l'heure, j'avais juste le modèle de l'agent qui était connecté. Ici, on a non seulement le modèle, mais on a un système de buffer de mémoire. C'est lié aussi à un calendrier, c'est lié donc à directement des outils de mail, c'est lié à la construction d'une base de données et éventuellement à de la recherche web. Donc on va pouvoir avoir ici une demande qui va être beaucoup plus conséquente avec un prompt qui va demander plusieurs types d'actions en fonction de ce qu'il a en entrée et de ce qui se passe. Et pareil, sur certaines commandes, on peut avoir des commandes préprogrammées, c'est le cas ici, qui vont, voilà, c'était pour une liste de choses à faire, qui vont automatiquement implémenter cette liste pour donner un résultat. Donc en fait, toutes ces automatisations, elles peuvent être indépendantes, elles peuvent être structurées ensemble, et c'est-à-dire qu'à partir d'un même trigger, parfois, on peut avoir une multitude d'actions, certaines complètement automatiques, mais avec un agent IA qui va venir entre-temps et dans ce système d'agents, et c'est pour ça que c'est un agent, générer lui-même des actions, donc des sub-agents qui vont être différents. En termes d'automatisation, ça va déjà beaucoup plus loin et on peut avoir des conceptions de systèmes qui sont assez complexes. On peut avoir des usages en post-production sur des traitements de fichiers, des modifications de métadonnées, des classements automatiques, des résumés qui peuvent être générés automatiquement, qui vont être envoyés à différentes personnes. On peut connecter ça sur différents types d'outils. Ça peut être envoyé sur Slack, ça peut aller sur énormément de choses différentes. Donc là, ça nous donne quand même des possibilités beaucoup plus importantes. Ça, c'est les choses sur lesquelles j'ai beaucoup joué l'année dernière. N8N, ça a été un outil assez sympathique parce qu'il permet de vraiment, à partir d'un concept et d'une idée, de brique par brique, de construire des choses et d'essayer de se simplifier un peu la vie au quotidien. Donc ça demande un petit temps de structuration, mais une fois qu'on connaît, en fait, c'est assez rapide. Plus récemment, on a des outils qui sont arrivés. Là, je parlais d'un des outils. Historiquement, c'est pas dans l'ordre. Je prends celui-là, il est un peu plus récent. Je parlais d'Antigravity, qui est un outil de Google. Qui est orienté code. Donc c'est des outils qui sont faits à la base plutôt pour des développeurs. En tout cas, ils sont présentés comme ça. Ce qui est intéressant parce que c'est des petits usages qu'on peut avoir aussi régulièrement. En fait, ça va un petit peu au-delà de ça. On s'en est aperçu assez rapidement.
Donc ça va ressembler à ça. Ce type d'interface, c'est typique de ce qu'on a dans les outils qui servent un petit peu en développement, c'est-à-dire qu'on a des structures ici de fichiers plus ou moins complexes. On va avoir quelques outils qui gèrent un petit peu l'ensemble du dossier sur lequel on travaille. Une fenêtre centrale où on peut afficher des éléments et le code, surtout des éléments. Et ce qu'on va avoir ici à droite, c'est une partie qui tourne autour des agents et de l'IA. En fait, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le développement d'un site web. Alors, c'est un site web hyper simple parce que c'est un site web statique. Il n'y a pas grand-chose, mis à part on introduit pas mal de données et on lui demande de construire le site. Alors, on va essayer de prompter pour indiquer le plus possible ce qu'on veut en faire, sachant qu'il y a comme une partie design qu'il faut faire sur le site, même si c'est un site très simple, c'est un site vitrine en fait. Il y a quand même une partie design qu'il faut construire, donc on va essayer de décrire. Et par référence, analogie, on va avoir aussi des agents qui peuvent aller sur le web, qui peuvent chercher des choses qui sont un peu similaires. On peut les orienter, leur dire, moi j'aime bien ce type de site, ces fonctionnalités-là, cette navigation-là, et aller guider complètement la création du site. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un système d'agents qui va organiser, nous proposer un plan. Et à partir de ce plan, on va avoir des propositions qu'on va valider ou non, qu'on fait restructurer, et ensuite une partie vraiment de développement, où il y a différents types d'outils qui vont être mis en place. Et ces outils vont permettre donc à ces agents de construire concrètement le site. Donc ça va être fait sous forme de fichier ici TSX. Donc si je reprends, on voit des choses qui ne sont pas forcément hyper lisibles, mais au fur et à mesure, il va nous générer aussi des previews. Et à la toute fin, on va préparer en fait une distribution. Donc c'est ce qu'on va avoir ici dans un dossier distribution, où on va trouver de façon beaucoup plus classique un index.html, le sitemap, des choses pour les robots et des assets dans lesquels on va trouver des images, on va trouver tous les éléments. Cette construction de site, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais là, en l'occurrence, moi, pour le faire, c'était... je vais vous montrer le site. Et donc, voilà, on avait ce besoin de construire le site web. Et donc, on a juste documenté à plusieurs à quoi devait ressembler le site web, quelles étaient les fonctionnalités. On a juste préparé les images, quelques éléments de texte. Et pour le reste, en fait, toute la construction a été faite directement dans cet outil avec ce système d'agents. Et tout a été organisé de cette façon-là, avec nos demandes, avec des modifications aussi, parce qu'il y a des choses qui ne nous plaisaient pas forcément dans les premières versions, sur les rollovers, il y a des choses qui n'étaient pas très jolies, on voulait un peu plus douce, un peu plus subtile. Donc on fait des modifs au fur et à mesure, et y compris un formulaire de contact, par exemple, donc avec toute la partie derrière de JavaScript qui va permettre réellement d'envoyer le contact aux bons endroits et sur les boîtes mail, d'avoir une version du site en anglais. Tout ça, en fait, on ne l'a pas du tout fait. Le site, on l'a préparé en français. On n'y a pas eu de correction à faire sur la partie en anglais. Et donc, c'est relativement efficace puisque en dehors de nous, de la recherche préparatoire de qu'est-ce qu'on allait mettre dedans, qu'est-ce qu'on allait en faire, la création du site a été bouclée, je crois, en à peu près 2 heures. Donc, OK, c'est pas un site complexe, c'est un site vitrine. Mais entre la première génération et les différentes retouches qu'on a demandées, en 2 heures de temps, on était arrivé au bout. Ce qui permet de travailler beaucoup plus facilement aussi à plusieurs sur le projet, et c'est ce qui était intéressant pour nous. Un autre site que je vous montrais qu'on utilise, qu'on est plusieurs à utiliser, alors j'en ai fait plusieurs versions, mais ça c'est une version très récente. Donc les données ont été récupérées d'anciennes parties, etc. En fait, c'est un site de veille partagée. Donc là aussi, il y a 2 personnes ici, 3 personnes qui le connaissent. Mais en fait, c'est un partage parce qu'on fait beaucoup de veille tech et vous voyez sur quel sujet on travaille, ça bouge assez vite en ce moment. Et donc on a un système de partage de liens avec différentes choses qu'on peut stocker, qu'on peut proposer. L'idée, c'est qu'on puisse partager un lien très facilement.
Si on partage un lien et qu'on met notre nom simplement, on peut taguer pour avoir aussi des choses qu'on retrouve plus facilement. En fait, ça veut dire qu'on va récupérer le lien, une image, un résumé, que ça va donner une nouvelle brique sur la page que vous voyez. Ça veut dire qu'il y a une base de données intégrée. On a aussi des choses qu'on stocke via YouTube. Donc là aussi, c'est une histoire de playlist YouTube avec de l'actualité qu'on va juste ajouter tous à une playlist commune. Et tout ça, ça va apparaître directement ici pour qu'on puisse le retrouver facilement. Donc sur ce genre de choses, là, on n'est plus sur du site complètement statique. Il y a une partie dynamique. Il y a des choses qui changent et des choses qui sont stockées. En fait, la façon dont c'est fait, c'est exactement la même. Donc ça a été construit à peu près de la même façon, avec différentes parties, mais toute cette construction, en fait, vient vraiment d'un système de plans. Donc, en fait, la première action, quand on va demander quelque chose, on est ici sur un mode plan. Et après, on pourra passer sur des choses plus rapides, sur l'exécution, mais d'abord, on va planifier, organiser, et une fois que c'est fait, tout va être construit. Et donc là, y compris des choses qui sont liées à... Alors, je pense que je peux l'ouvrir celui-là parce que c'est l'exemple, donc normalement, il n'y a rien à l'intérieur. Comprendre un petit peu, parce qu'en fait, il y a des notions de mots de passe. Alors, c'est juste pas les bons, donc voilà, je peux le montrer. Parce que c'est vraiment la base d'exemple qui a été construite. Mais ça veut dire aussi qu'on va stocker des informations. Le stockage d'informations, en fait, une fois que c'est déployé, j'utilise un outil qui s'appelle Netlify qui permet de faire du déploiement un peu dynamique, qui est relié à GitHub. Sur GitHub, on va avoir donc ce site qui est mis en ligne. Et simplement, comme il y a des choses qui sont stockées par cette voie-là, ça veut dire que quand on ajoute une nouvelle source, un lien par exemple, ça va être automatiquement, directement stocké sur GitHub. Et c'est pour ça que le système s'automatise, c'est que c'est mis à jour, et c'est mis à jour aussi du côté de Netlify. Et on peut déployer de façon dynamique aussi, faire des modifications, etc. Donc là, on est sur un site qui est un peu plus compliqué à construire, puisqu'on a une partie applicative avec du code. Il y a quand même beaucoup plus de code. Et là, ça peut prendre un peu plus de temps si on veut faire ce genre de choses. En même temps, c'est pas non plus quelque chose de complexe ni de dangereux en termes de sécurité, puisqu'on est encore sur du partage d'infos. Donc, le risque sécuritaire à faire ce qu'on appelle du vibe coding, c'est-à-dire à laisser une machine générer du code à notre place, voilà, il est quand même un petit peu limité. Concrètement, les données qui sont dedans, elles ne sont pas très sensibles. Donc, c'est assez facile à organiser. La vérification, elle est très, très simple. Voilà, j'avais des données à récupérer au moment où ça a été fait, qui étaient dans une base de données qui s'appelle Supabase. Donc, je lui ai demandé de récupérer les bases de données. J'ai fourni tous les éléments, etc. Et on a fait des migrations, on a fait différentes choses. Ce qu'on peut regarder ici, c'est le workflow qui est peut-être plus intéressant. Où là, c'est un résumé en fait de ce qui a été fait, donc la création des fichiers, le déploiement et les différentes tâches qui ont été réalisées. Donc là, on a vraiment cette organisation d'agents avec différents éléments, différentes actions qui vont se faire ensemble. Et ce qui est très récent, et donc là, c'est surtout avec un modèle de Claude qui est Opus 4.6, avec des agents qui vont pouvoir travailler en simultané et se coordonner en simultané. Et on n'est même plus sur une fenêtre en termes de chatbot ici, où on va juste demander quelque chose et attendre. On peut demander quelque chose et pendant que ça tourne, on peut continuer à renseigner ou faire des choses. Donc système qui est un peu plus dynamique et qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est un outil qui est antihérétique et assez populaire. Qui se développe, qui s'utilise de plus en plus. Pour du développement, donc là je l'ai montré pour la création de sites web, il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses. Et un outil un peu complémentaire aujourd'hui, dans lequel je vais rester un peu plus, qui est devenu important, c'est Claude Code. Donc Claude, ce sont les modèles Claude d'Anthropic. Claude Code, c'est une organisation qui a été préparée spécifiquement pour les développeurs, pour travailler autour du code. Donc la première chose qu'on s'est dit, c'est que ça servait à faire du code, faire de l'application, web app, d'autres types d'applications en dur, etc.
Donc j'ai testé un peu de ce côté-là, sauf que rapidement, en fait, on s'aperçoit que les possibilités sont un peu plus importantes que ça. Là où on va un peu plus loin aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une organisation, une arborescence dans le système de Claude Code qui fait que c'est pas juste ce côté chatbot ou web agent, c'est qu'ils ont intégré différentes fonctionnalités supplémentaires. On va trouver des skills. Donc les skills, en fait, c'est une sorte de paramètres qu'on va enregistrer, dans lesquels on va indiquer qu'on veut un certain type de résultat. C'est proche de ce qu'on a sur un système prompt, quand on prompt pour de l'IA, où on a d'un côté le système prompt et le user prompt, là c'est le côté système. Mais on va aussi pouvoir lui indiquer, lui mettre avec non seulement les bases d'organisation, mais aussi des outils logiciels, des briques logicielles complémentaires qu'il va devoir utiliser. Et donc charger tout ça à l'intérieur. On va avoir des possibilités aujourd'hui avec des plugins aussi, qui sont proposés ou par Anthropic ou par d'autres, et donc tout un écosystème qui se développe, qui permet d'aller de plus en plus loin. Pour comprendre, alors je l'avais demandé de montrer son architecture. Voilà, typiquement, donc ça c'est une demande que j'ai faite. Donc là je suis dans l'application en fait Claude, où on a du chat, Cowork dont on parlera après, et Code. Donc en fait je lui ai demandé de faire une carte en utilisant un plugin qui s'appelle Playground ici, qui est un plugin d'Anthropic, pour expliquer l'organisation, justement sa propre organisation de Claude Code, en incluant les plugins, les skills, les artefacts, les agents MCP, Marketplace, etc., d'utiliser une documentation qui est à jour. Et donc, le résultat, c'est ceci. Donc, c'est une page HTML qui a été réalisée, qui reprend toute l'architecture de Claude Code, donc avec les différents éléments sur lesquels je peux cliquer, tout ça est un peu dynamique, et qui réexplique les différents modèles, comment ils sont utilisés sur du command line interface, donc pour aller piloter le système de Claude Code, les outils système qui sont à disposition, de trouver donc le principe des skills et des commandes qu'on peut créer. Donc les skills, c'est des fichiers Markdown dans lesquels on va avoir de la documentation et des ordres qui sont mis en place. Donc là, on va pouvoir en fait préparer énormément de choses. Je vais parler un tout petit peu des MCP servers aussi, parce que c'est quelque chose qui a été mis en place par Anthropic, mais qui aujourd'hui s'est généralisé. C'est un système de protocole, de connecteurs qui va nous permettre, depuis un agent IA, d'aller récupérer de l'info, mais aussi agir directement avec d'autres types de services pour lesquels on a déjà ce connecteur MCP qui est en ordre de marche. C'est ce qui, dans N8N, permettait aussi tout à l'heure, éventuellement, à un agent d'aller piocher directement dans Gmail, parce qu'il y a un MCP de Google qui permet de le faire, et donc non seulement d'aller consulter les mails, mais d'envoyer un mail, donc d'avoir une action directe qui est donnée. Donc là, il me montre quelques MCP assez courants à utiliser, comme on retrouve du GitHub, Notion, Slack, des gestions de bases de données, Brave Search, donc pour la recherche web, Figma, etc. Donc tout ça, c'est un petit peu l'écosystème aujourd'hui, les agents et les sub-agents qu'on a sur Claude Code, avec le principe de base ici de configuration qui est toujours ce fichier claude.md en Markdown qui donne toutes les instructions de base pour comprendre un petit peu ce qu'on va vouloir faire. Et cette organisation-là, qui sert au départ pour du code, jusqu'à les parties plus sécuritaires, en fait, c'est une organisation qu'on peut avoir directement pour faire autre chose. Donc le autre chose, c'est que ce que vous voyez là, c'est du code derrière, mais le but c'était de faire juste une page de présentation un peu dynamique de différents types d'outils et qu'on peut utiliser pour d'autres usages. De la même façon, en allant un peu plus loin dans Claude Code sur les différentes parties, donc là je lui ai demandé d'aller regarder une page web, dans celle de chez nous, de l'INA, pour déterminer des couleurs qui viennent du chart graphique et d'utiliser ça pour le fichier ClaudeMD. Donc il est parti, sur du texte, ça ne suffisait pas, il a été exploré les styles CSS, j'avais pas connecté Chrome parce que je ne voulais pas qu'il aille tout seul, donc il a trouvé d'autres façons de le faire, enfin bref, il s'est débrouillé. Il a mis donc à jour ce fichier ClaudeMD avec la charte graphique, donc les typos qui sont utilisés, les types de couleurs qui sont sur le site web.
Donc il récupère différentes choses. Et moi, je lui ai demandé d'aller chercher ensuite un PowerPoint qui était une présentation d'un nouveau diplôme pour l'année prochaine. Et je lui ai dit à partir de ce PowerPoint, comme je lui ai donné aussi dans les skills suffisantes pour ça, je lui ai demandé de faire un petit motion design assez simple, une petite animation à partir du contenu du PowerPoint en utilisant les codes couleurs qui sont dans le site web, puisqu'il a toutes les instructions, pour réaliser une vidéo. Je lui ai demandé aussi d'aller générer par d'autres moyens une musique, etc. Résultat, il prépare, il fait son petit travail, il prépare tout ça. Et donc, pour obtenir une proposition, profite pour présenter le diplôme du coup. Mais non, au-delà de ça, il a été reprendre vraiment tout ce qu'il y avait dans tous les éléments du PowerPoint. Par contre, ils n'ont pas été mis tels quels, ils ont été restructurés pour être présentés autrement par rapport à ce qui était prévu au départ. Donc il y avait des propositions dans la représentation graphique des choses. C'était pas ça n'existait pas du tout. Il n'y avait pas cette partie présentée comme ça. Il prévoit de l'animation, il a été s'inspirer d'éléments, de choses que j'ai données, les tout petits éléments graphiques qui bougent. C'est parce que j'avais indiqué le nom du site d'un motion designer qui fait ce genre d'éléments visuels à partir de formes géométriques simples qui bougent très lentement. Donc j'avais dit de s'en inspirer pour illustrer et décorer un petit peu l'animation. Et donc voilà, tout a été refait là à partir de l'ensemble des données que je lui ai fournies. Donc en fait, là, on commence à avoir des systèmes d'automatisation qui deviennent un peu plus intéressants. Pour autant, il n'a pas utilisé After Effects. On est vraiment sur typiquement les outils qui sont disponibles pour le web. Donc ça reste limité. Je ne vais pas aller faire une anime 3D avec ce qu'on a ici. C'est pas vraiment le propos, mais ça permet de faire une présentation dynamique de ce que j'avais sur un PowerPoint, restructuré, réaménagé. Typiquement, ça s'est fait donc avec l'outil qui est Claude Code. Et donc, c'est du code. Mais en fait, il faut comprendre que le code, c'est aussi un usage. Donc, il y a plein de façons de s'en servir. Donc, Claude Code, aujourd'hui, il est utilisable facilement dans ce genre d'environnement. Je vais revenir juste sur la présentation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a donc une part de code dedans, mais qu'on a cette notion de skills, de connecteurs avec les MCP, de plugins, etc., qui peuvent enrichir tout ça. Claude Code, il est aussi utilisable dans d'autres types d'environnements. Un environnement de développement qui est connu, qui s'appelle VS Code, c'est Visual Studio Code, en fait, qui ressemble un petit peu à Antigravity qu'on a vu tout à l'heure. On peut le retrouver donc avec, je vais montrer l'exploration aussi, on peut le retrouver dans VSC, donc ça ressemble un peu à ce qu'on avait sur Antigravity tout à l'heure, ils sont inspirés un peu des mêmes choses, et là aussi donc on travaille directement dans des dossiers. Voilà le fichier CloudMD de tout à l'heure, donc avec qui décrit des choses qui ont été trouvées quand on a préparé. Donc tout ça, c'est stocké en fait, c'est une espèce de mémoire. Donc on stocke toutes ces informations et on lui explique ce qu'on va vouloir en faire après. Et on va travailler directement, donc toujours dans cette partie d'interface, sur des choses qu'on planifie, qu'on lance, etc. Donc là, c'était je vais récupérer ça, à titre d'exemple, c'est pour une autre présentation que je faisais sur l'IA générative et les notions de sécurité. Donc voilà, c'est pas le contenu là qui est proprement parlé est intéressant, mais j'ai demandé de me faire rapidement un outil pour permettre de faire des choix en termes de choix graphiques, de typos, de couleurs, etc. Donc voilà, je lui ai expliqué un petit peu ce que je voulais avoir. Et donc, en fait, j'ai un système un peu dynamique qui me permet d'aller travailler avec des propositions de base. Mais aussi de directement aller faire différents types de modifications sur la présentation.
d'aller choisir par rapport à des typos qui étaient pré-programmés un petit peu voilà, sur les différents éléments, de faire des choses, d'avoir voilà, différents types de contours, etc. Bref, de tester rapidement des solutions graphiques pour voir si ça convient ou pas, une bord plus ou moins arrondi, voilà, de ce genre de choses. Et du coup, par rapport à ça, une fois que j'ai fait mes réglages par rapport à tout ce que j'avais donné, s'il y a des choses qui me vont bien, au fur et à mesure, vous avez cette partie-là qui se met à jour par rapport à tous les clics que je suis en train de faire. Et donc, je peux récupérer un prompt qui va me permettre de mettre en forme n'importe quel type de document à partir des choix de valeurs que j'ai générés ici. Donc, il y a vraiment ce côté qui est intéressant aujourd'hui qu'on a dans Claude Code de création d'outils, finalement, qui devient de plus en plus puissant. On a ça avec des outils comme Cursor aussi, avec voilà, d'autres choses de ce type-là. On commence à travailler nous aussi régulièrement sur des développements de plugins, par exemple, pour faire communiquer certains logiciels les uns avec les autres plus facilement que ce qu'on a actuellement. Donc optimiser certains workflows, développer des briques pour des pipes en 3D. Tout ça aujourd'hui est de plus en plus accessible, même sans avoir une équipe de développement pour des choses simples. Faut vraiment garder en tête les notions de sécurité, donc pas faire n'importe quoi non plus. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut développer et qui ne présentent pas de risque majeur, surtout quand c'est en local, enfermé chez nous. Et puis des petits outils comme ça, des petites applications voilà, qui peuvent vraiment être utiles aussi. Donc tout ça, c'est considéré comme du développement, mais en réalité, ça nous permet d'aller vers une autre façon de travailler en disant quand on a les outils qui n'existent pas exactement comme on en a besoin, bah, finalement, on peut aussi réfléchir à comment on pourrait créer ces petits outils pour nous et dans nos usages quotidiens. Et franchement, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus parce que régulièrement, on a des outils qui existent presque mais qui ne sont pas adaptés ou qui existent mais qui sont payants alors qu'on va en utiliser une toute petite partie et que ça ne nous intéresse pas forcément de prendre un abonnement à un outil pour finalement une action assez basique qu'on va lui demander de faire un petit peu à chaque fois. Parfois on peut se dire qu'on va redévelopper les choses complètement. Enfin, récemment, on a toujours chez Anthropic un outil qui s'appelle Cowork qui est apparu, qui change pas mal les choses, pas mal la donne aussi. Tout ce qu'on a vu pour l'instant permet d'agir avec des systèmes d'agents sur des choses en ligne, sur des choses comme ça. Cowork permet d'agir aussi de façon locale, directement sur une machine. Typiquement, le cas que je vais vous montrer là, c'est à partir d'une extraction de métadonnées. En fait, je suis parti d'un dossier qui est sur mon bureau, qui contient en fait des photos que j'ai prises pendant une période donnée. Et là, en l'occurrence, c'est des photos prises pendant 2 petites semaines en Turquie. Voilà, donc c'est un ensemble de fichiers avec des RAW, donc des DNG, donc qui contiennent métadonnées, qui ont certaines informations. Donc je lui ai demandé d'aller ouvrir ce dossier et je lui ai demandé d'aller chercher un peu les dates de prise de vue. Donc voilà, en quelques secondes, parce que ça va très vite, ce qui ressort. Le boîtier avec lequel je travaille, mes 947 fichiers qui composent le dossier. Les prises de vue s'étalent sur 10 jours, avec chaque jour le nombre de photos, de quelle heure à quelle heure elles ont été prises. Donc tout ça, c'est bien des métadonnées. Donc vous voyez très bien en film aussi à quoi on va pouvoir utiliser ce genre de choses. Avec quelques petits commentaires que je ne lui ai même pas demandé d'ailleurs. Parce qu'il essaye de me proposer des choses aussi. Et je lui demande de compléter cette analyse maintenant avec des informations sur les focales utilisées, sachant qu'il y avait un piège. Et d'en faire un tableau Excel. Et là, il me dit, oui, mais j'ai un problème parce que pour partie, il y a une optique où c'est du R-adapteur. En fait, ça veut dire que ce n'est pas une optique de la marque qui a été utilisée, et donc il n'a pas l'information de la focale. Et donc, il essaye de voir s'il trouve d'autres indices. Et donc, il a préparé les choses dessus pour me proposer. Alors, je ne sais pas si j'ai la suite, oui, ici. Donc, il me prépare un premier fichier Excel avec la synthèse par jour, les objectifs, les focales, les données brutes, avec ce qu'il a pu trouver. Et je lui dis, OK, c'est bien.
Mais sauf que je dis, quand c'était un R-adapteur, en fait, c'était un 35 mm que j'avais dessus. Et donc, il a remodifié le fichier pour aller générer. Donc, on va ouvrir Excel. Donc, pour aller générer ce genre de choses, donc on part des données brutes. 7 synthèses par jour qu'il avait effectuées. Et les objectifs, et donc focales, qui ont été utilisés avec le pourcentage d'utilisation par jour. Et tout ça, du coup, sans trop d'efforts. Donc c'est là où on a quand même des choses qui deviennent un petit peu intéressantes parce que on travaille donc sur un dossier local qui est sur mon bureau. Donc on a un vrai accès aux fichiers et ces outils d'analyse. Donc on peut les déployer, on peut les configurer. Si je veux aller plus loin que ça et que j'ai besoin d'analyse de métadonnées de façon un peu récurrente, je peux aller construire directement une skill donc, que je vais fabriquer dessus. Je peux lui ajouter des fonctionnalités pour qu'il travaille toujours de la même façon, qu'il mette toujours les tableaux en forme de la même façon, que c'est toujours exploité pareil. Et donc c'est quelque chose qu'on peut déployer aussi, voire qu'on peut rentrer dans un système d'automatisation pour que ça se fasse automatiquement avec nos triggers, c'est-à-dire que quand un nouveau dossier est créé, eh ben, automatiquement ce dossier soit scanné, qu'on récupère les fichiers, qu'on les analyse, qu'on prépare un fichier Excel qui va reprendre ces informations pour en proposer une lecture. Donc vous voyez qu'entre automatisation et agent IA, on a des choses qui sont vraiment complémentaires et qui permettent d'aller surtout beaucoup plus loin sur les automatisations. Très récemment, on a eu, à l'arrivée de Cowork, en fait, il s'est passé un petit quelque chose aussi. Il y a un nom qui a été trouvé pour ça qui s'appelle SaaSpocalypse. En fait, on parle du marché du SaaS, c'est-à-dire de software as a service, donc des applications en ligne comme logiciel. Il y a eu un petit truc boursier qui s'est passé. En fait, une chute libre de certaines actions de tous les gens cotés en bourse qui proposent ce genre de SaaS, à commencer par des grands noms comme Microsoft, qui était dans la liste. L'action a chuté, même Adobe a été concerné, enfin voilà un petit peu tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'arrivée de Cowork, c'est qu'on arrive on connecte la dernière partie qui est le fichier local, finalement, et les applications locales qu'on peut manipuler aussi. C'est-à-dire qu'on peut commencer à imaginer dans un futur assez proche à automatiser des tâches, qu'elles soient en ligne ou en local, et remplacer aujourd'hui ce qui est vendu en système de service avec abonnement. Et vous savez que depuis quelques années, la grande tendance, ce n'est pas de vendre du logiciel, c'est de vendre de l'abonnement. Et il y a toute une économie aujourd'hui est basée là-dessus. Donc là où il y a eu un petit vent de panique, c'est de dire est-ce que à terme ces outils vont continuer à être intéressants et rentables. C'est-à-dire si aujourd'hui une entreprise, et on peut mettre dans le cas d'une prod, d'un studio, pour nous, commence à pouvoir très facilement déployer des petits outils à la demande au lieu de prendre des abonnements pour des services. Et dans certaines grosses entreprises, quand on parle de nombre d'outils déployés, moi je le vois à l'INA, on compte par centaines d'outils logiciels et de services SaaS sur lesquels on est un peu prisonnier. C'est quelque chose d'extrêmement important dont beaucoup pourraient avoir envie de se libérer un petit peu. Donc voilà, la réaction du marché a été un petit peu dure. À voir pour la suite comment ça va évoluer. Mais en tout cas, on sait qu'on a des nouvelles briques qui vont nous permettre, à terme, d'imaginer nos outils autrement. Récemment, il y a un autre outil qui a fait beaucoup le buzz, s'appelle OpenClaw. Alors, il a changé 3 fois de nom en 2 semaines. Peut-être que certains ont suivi un petit peu les aventures de ce truc-là, parce qu'il s'appelait OpenCloud avec un W, mais ça ressemblait à Claude. Et, bon, bref, ils ont eu quelques soucis avec Anthropix, puis je ne sais plus le deuxième nom ce que c'était, mais pareil, ils ont eu quelques difficultés avec. Il s'est stabilisé sur OpenClaw. C'est un assistant orchestrateur autonome. Donc ça veut dire simplement que tout ce qu'on a vu avant, on met un espèce d'agent global qui maîtrise tout ça, qui prend le contrôle intégral d'une machine, de toutes les applications, de toutes les fonctionnalités en ligne, et que vous pouvez commander via un système d'interface de chat distante. Alors si vous faites ça sur votre machine, c'est un poil dangereux. Surtout que, je pense une semaine après que ce système se soit répandu et que plein de gens l'aient testé en disant « ouais, c'est incroyable, c'est génial », il y a quelques centaines de failles de sécurité qui ont été découvertes.
des fuites de données dans tous les sens, des tokens, des clés API qui se sont baladés dans la nature, des identifiants. Enfin bref, le truc n'était pas très safe. Pour autant, si vous voulez l'utiliser, il y a quand même des moyens de vous en servir de façon un peu sécurisée. Ça demande de réfléchir un peu à la façon dont on le fait. Moi, je l'utilise, je l'ai beaucoup testé, par exemple, avec un outil qui s'appelle UTM, qui me permet en fait, de créer simplement une machine virtuelle. Donc, je crée un Mac sur mon Mac, hein, qui est une machine virtuelle qui est ici. Alors, je ne vais pas le démarrer là, mais on voit même le petit truc. Tout ça, en fait, c'est des choses de OpenClaw qui sont installées. Et en fait, je l'ai utilisé de cette façon-là, en me disant, OK, donc je peux le commander, il peut faire des choses en local sur cet ordi-là, qui est une virtualisation. Il peut aller en ligne, il peut aller sur plein de mes comptes en ligne. Alors, il faudrait que je donne les accès. Comme je ne voulais pas donner les accès, j'ai triché un peu autrement, je l'ai fait avec Zapier, avec DMCP. Donc il se connecte uniquement à un compte Zapier créé pour l'occasion, qui lui a accès via MCP, d'une autre façon plus sécurisée, à d'autres choses. Et en fait, dès que je coupe la connexion, toutes ces clés disparaissent. Donc instantanément, dès que j'arrête le test, plus rien n'existe. Donc je suis tranquille. Même si ça se balade sur le net, en fait, c'est des clés qui sont coupées. Donc ça va pas bien loin. Donc il y a des façons de tester un peu ce genre de choses, mais faites attention, ça peut devenir vite dangereux. En revanche, ça a mis en lumière, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs surtout qui ont testé ça. Donc on crée des vrais systèmes avec des ordinateurs dédiés qui font tourner OpenClaw, qui est piloté entièrement. Et on se retrouve avec une espèce d'assistant virtuel complet qui peut faire toutes les tâches qu'on lui demande, qu'on peut faire sur un ordinateur. En gros, si on lui fournit tout. Donc ça, c'est assez nouveau parce qu'on n'était jamais allé jusque-là. Ça a été fait par un développeur qui, d'après les dernières infos, j'ai l'impression donc a été recruté par OpenAI. Donc qui a récupéré OpenClaw, qui va en faire quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Mais c'est un système qui a fait beaucoup de buzz, qui a fait beaucoup parler. Moi, il m'a donné envie d'aller tester un peu plus par rapport à ce qu'on avait là. Et donc, d'OpenClaw, en fait, j'ai commencé, moi, à travailler sur le développement d'un assistant personnel avec Claude Code. Alors, il est encore basique, hein, il débute, mais j'ai réussi à reproduire, je pense, 80-85%, je pense aujourd'hui, des fonctionnalités qui étaient dans OpenClaw, donc comme quoi c'est relativement faisable. Donc cet assistant aujourd'hui, il me permet via un bot sur Telegram de gérer une to-do list. Donc je lui indique que j'ai une tâche de plus à faire. Il l'ajoute à ma liste de tâches ou il la coche quand c'est fait. En fait, je vais avoir ici pas mal de choses qui sont intéressantes. Je vais regarder plutôt cette partie-là. Là aujourd'hui, j'ai des fichiers qui expliquent tous les composants techniques, la façon dont c'est fait, etc. Le principe d'OpenClaw qui était intéressant, c'est que d'un côté, on a un agent avec qui on discute, qui va enchaîner des actions, qui lance d'autres sub-agents qui vont même communiquer entre eux maintenant sur la dernière version d'Opus. Mais il va aussi avoir une mémoire. C'est-à-dire qu'on peut décider de stocker de l'information de différentes façons. Selon le type d'information, ça va être dans différents fichiers. Et il a accès à ces fichiers, donc ça veut dire qu'il peut accéder à sa mémoire et faire du recoupement et en déduire certaines choses. Donc c'est ce que j'ai reproduit ici. En fait, j'ai pour commencer des facts. Donc les facts, en fait, c'est vraiment toutes les données qui vont être triées par rapport à leur importance pour être mises en mémoire, stockées, parce qu'elles vont pouvoir resservir à autre chose. Je vais avoir donc la partie to-do, donc ma to-do list, mais je vais aussi avoir des objectifs. Les goals ici, c'est des objectifs qui sont beaucoup plus dans leur globalité, plus sur le long terme. Pour moi, la mise en place d'une prod ou d'un diplôme, de quelque chose. Mais en fait, il y a des liens entre tout ça, il y a des croisements. Et donc, selon ce que je lui demande de faire ou de réaliser, il va aller, comme il a cette mémoire et un log de toutes les conversations qu'on a eues ensemble, il va pouvoir retravailler ces informations pour être beaucoup plus performant sur mes prochaines demandes. Donc ça, c'est un système qui est finalement relativement facile avec un peu de logique à mettre en place.
L'autre partie d'OpenClaw qui a été intéressante, c'est qu'on pouvait avoir un contrôle vocal. Alors, je ne l'ai pas mis en place, j'ai testé. Je l'ai testé, je l'ai enlevé, pour une simple raison, c'est qu'au quotidien, je travaille plutôt dans un open space. Donc le fait de parler à ma machine dans la journée, on me regarde vite un peu bizarrement. Mais en réalité, en commande vocale, je l'ai testé avec. Donc, on va plugger un module supplémentaire par rapport à la voix pour ça, pour qu'il puisse nous répondre aussi avec du son. Mais en fait, on peut avoir des conversations et donc au lieu de taper et d'écrire des choses, d'avoir cet échange et cette information qui passe par du vocal et je le commande par un bot Telegram, en fait, c'est complètement faisable. Et enfin, la dernière chose que j'ai pas mis en place et qui est un peu plus compliquée pour le coup, mais qui reste faisable, je l'ai pas mis en place parce que je l'éteins en fait moi de temps en temps, c'est que dans OpenClaw, il y a un système automatique où il va régulièrement en fait vérifier qu'il n'y a pas de nouvelles choses à faire, de nouvelles demandes. Il a accès à l'agenda, enfin il a accès à tout finalement, et donc il va prendre des initiatives en disant il y a quand même une liste de tâches avec des choses à réaliser et dans un objectif. Et puis là, il y a un rendez-vous après-demain et quand même, c'est beaucoup de travail. Donc, il serait peut-être temps de s'y mettre. Donc, je vais faire un petit rappel et puis je vais même préparer en amont un peu de documentation qui pourrait aider à réaliser la tâche. Et donc, ce côté-là, il est un peu plus dur à coder, mais surtout, dans les tests que j'ai faits et dans les tests qu'on a fait globalement tout le monde avec OpenClaw, ça coûte cher. Parce qu'en fait, ça demande en termes de travail d'agent d'IA et sur les modèles énormément d'interactions et de sub-agents et de choses qui se mettent en tâche de fond et régulièrement toutes seules en marche. Les déboires des premiers utilisateurs d'OpenClaw qui ont voulu s'en servir à temps plein, on est sur les premières estimations pour les gens qui l'utilisent à fond, d'un coût de API avec des tokens IA de 5 à 6 000 euros par mois. Donc, oui, ça peut fonctionner. Mais si vous devez payer 5 ou 6 000 euros par mois pour avoir juste un truc autonome qui tourne sur une machine, embauchez quelqu'un. Pour l'instant, ça vous coûtera quand même, je pense, souvent moins cher. Mais donc, c'est pas forcément hyper réaliste. Alors, il y a déjà des systèmes qui ont été trouvés pour réduire ces coûts, etc. Avec quelques centaines d'euros aujourd'hui, ça tourne, honnêtement. Mais en optimisant bien les bons modèles, aux bonnes actions et en fouillant, en creusant un peu plus les choses. Mais quand même, on est sur des nouveaux types de systèmes. Alors, c'est hyper enthousiasmant à explorer. Honnêtement, j'adore faire ça. Ça a fait un tout petit peu peur aussi. Parce que là, pour le coup, on donne un peu volontairement d'autonomie. Donc, la question, c'est un peu jusqu'où on va aller. Quand on fait ce genre de choses. Mais ce développement d'assistants, aujourd'hui, il est complètement faisable. Donc on peut aller, pour résumer, du très simple au plus complexe, des requêtes, des tâches très simples, des workflows, des agents qu'on combine. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en termes de production qu'on va simplifier, qu'on peut rendre un peu autonome ou automatique. Et les nouveaux enjeux, en fait, ils se décalent un tout petit peu et ils sont beaucoup plus sur la capacité à organiser parce qu'il faut quand même avoir l'idée et inventer un peu et structurer ces systèmes, savoir mettre en place des choses pour faire les bonnes demandes pour que le résultat soit conforme et surtout savoir évaluer les résultats. Donc ça ne veut pas dire qu'on a zéro compétence, et peut-être juste un glissement des compétences vers autre chose. C'est pas exactement les mêmes fonctionnements, la même façon de travailler. On connaît avec l'arrivée de l'IA aussi ces décalages dans plein de métiers. Je pense à des gens qui font de la traduction, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui s'automatisent en traduction et qui vont être proposées par de l'IA. Pour autant, avoir quelqu'un qui, à un moment donné, va revenir faire une supervision et qui saura vérifier, valider ou invalider et corriger tout ce qui est produit, ça reste nécessaire. Et on va avoir juste peut-être une approche et une compétence qui vont être très différentes. Voilà un petit peu où on en est. J'ai essayé de coller à peu près à l'actu sur la dernière semaine. Donc tout ça bouge très vite. Et maintenant, si vous avez des questions. Merci Stéphane. Moi j'en ai une.
Parce que tu nous as montré un cas d'usage où tu as utilisé de l'IA pour aller browser un dossier où il y avait toutes tes photos et tu as récupéré les métadonnées. Si tu fais ça à chaque fois, un peu comme ce que tu viens de nous expliquer là, ça va te coûter cher en temps de calcul, en Ça processus. dépend, ouais. Alors, ça dépend de quel type d'IA on utilise. Si c'est un truc comme ça, c'est finalement l'action en elle-même, pas la mise en place, mais l'action en elle-même est très simple. Donc là, on peut avoir un modèle extrêmement léger en local, qui tourne sur à peu près toutes les machines, qui va permettre de faire ce genre de tâches. Donc on n'est pas sur un coût très important, Oui, mais quand même, mais quand même. il y a du calcul. Alors qu'en fait, si tu le scriptais, pour le coup, c'est juste j'ouvre le fichier, je prends la donnée, Ouais. je l'écris au bon endroit, fichier suivant quoi. T'as pas essayé de, du coup, de lui demander plutôt de te générer un script qu'il le fait? Alors si, mais on va avoir d'autres choses qui seront impossibles. Les mises en forme, la partie graphique, aller chercher et modifier la structure un peu à la volée avec un choix d'autres types de structures, etc., etc. C'est-à-dire que le script nécessiterait de modifier complètement le script, là où on va juste modifier une requête en Ouais, langage disons que le humain. formalisme serait fixe. Tu pourrais pas l'adapter Voilà. à un dossier où... Là, on reste dans la possibilité en langage humain de faire n'importe quelle modification à n'importe quel moment. Et est-ce que tu as essayé de trouver du coup, des modèles optimisés pour ce type de tâches? Parce que c'était sur du Claude Alors, Opus j'ai encore ou beaucoup de choses sur Claude parce qu'en termes de puissance aujourd'hui, si on veut aller tester ce qui se fait de plus puissant, c'est Claude. Donc les derniers modèles Opus et Sonnet qui sont très impressionnants. Après, en local, on n'a pas les moyens de déployer ça. Enfin, une machine personnelle ne peut pas du tout avoir des choses similaires qui n'existent pas de façon en open source, mais on pourrait pas. Donc on est sur des modèles plus légers, mais qui suffisent pour beaucoup de choses. Donc c'est très varié. En fait, il faut surtout vraiment penser à aller optimiser par rapport aux besoins. Et c'est un peu le gros problème, j'en parle régulièrement et beaucoup avec mes élèves aussi, sur les solutions SaaS. À partir du moment où vous lancez quelque chose, que ce soit un chatbot ou un agent, mais que c'est sur du SaaS, ça veut dire que derrière, il y a du cloud computing. C'est-à-dire que vous avez des gros serveurs qui tournent et que vous avez une réponse qui va être très rapide. Parce qu'en fait, vous déclenchez derrière une puissance de calcul qui peut être phénoménale. On parle beaucoup des problèmes liés à l'IA par rapport à ça, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup un mauvais usage. C'est-à-dire qu'on va demander au modèle le plus puissant du moment d'aller réécrire 3 mots et de corriger une faute d'orthographe. C'est un non-sens absolu. Et ça n'a aucun intérêt. Il suffit de commencer à travailler un peu sur des modèles en local et de faire les premiers tests pour s'apercevoir que, un, c'est pas nécessaire, et que deux, si on surdimensionne, le temps de réaction est très lent, que la machine est à fond et en train de chauffer, et que c'est pas logique. Mais en fait, on s'en rend compte très facilement dès qu'on commence à faire des choses en local. Mais en ligne, c'est pas visible. Et comme on a des grosses sociétés qui essayent de montrer juste qu'ils ont les meilleurs outils, pour l'instant, ils font que ça, sans tenir compte même de simple logique économique, on est en face de choses totalement aberrantes. Donc pour synthétiser, parmi tout ce que tu nous as montré, il y a des trucs quand même très complexes qui demandent quand même de la réflexion profonde. Et là, bon, bah, sans les modèles qui sont accessibles dans les clouds, en gros, cloud, on peut pas trop vraiment faire d'équivalent. Par contre, il y a des tâches plus simples, comme celle sur les métadonnées, où là, en réfléchissant un peu, en trouvant le bon modèle open source, tu peux le faire en local et c'est Ouais. quelque chose Et d'envisageable. c'est un état des lieux à date. Ces choses-là, enfin les modèles bougent très très vite Ils évoluent aussi. toujours. On a des modèles assez légers qui sont sortis récemment qui nous permettent de faire des choses qu'on faisait avec les modèles les plus lourds il y a un an. Donc on est quand même aussi sur une progression qui est extrêmement rapide. C'est très difficile d'anticiper à quoi ça va ressembler en termes de capacité, de rapport puissance et consommation. On peut essayer, mais c'est un peu boule de cristal quand même là. Est-ce qu'il y a une question dans l'audience? Qui veut lever la main? Lorsque tu as fait ton test avec le développement du site pour ton collectif, tu as eu à faire de la correction directement dans le code ou tout s'est fait par échange avec le... Zéro correction dans le code. Ok. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne code absolument pas de site peut reproduire quelque chose d'équivalent? Alors pour un site comme celui-là, oui, Oui, sans pour du aucun statique, problème. simple.
Après, sur l'autre exemple que j'ai montré, j'ai pas touché au code, mais j'ai changé des variables d'environnement. J'ai fait. Alors, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir un peu de notion de base, de savoir à peu près comment c'est fait, et à quel endroit il faut rentrer un truc et le corriger, le modifier. Il faut pas avoir trop peur d'une structure de code. Mais enfin, franchement, on est sur du site web. C'est pas du code complexe, hein. Mais et plus on monte en niveau, et si on veut aller jusqu'à faire une application, oui, à un moment donné, il va falloir quand même comprendre ce qu'on est en train de faire. Sinon, on peut se laisser guider, mais il y a un moment où on perd totalement pied, et la moindre petite erreur, il va commencer à tourner en rond parce qu'il lui-même ne comprend pas en fait où on veut aller. Pardon. Alors, justement, je rebondis par rapport à ça parce qu'il y a un moment où vous avez évoqué la question de la sécurité en vibe coding. Alors moi, par exemple, je comprends rien à ce que je fais. Mais je l'utilise pas mal. Et j'arrive à des outils qui sont en fait plutôt efficaces, mais où je peux pas donner à d'autres. Parce que moi, je comprends pas le code et je suis incapable de savoir s'il y a des problèmes de sécurité, si à un moment il y a quelque chose qui casse, pourquoi et comment le réparer. Voilà, c'est pas vraiment une question, mais j'imagine que c'est une réflexion à laquelle... c'est une énorme limitation, hein, sur ces usages-là. Après, c'est beaucoup de bon sens sur ce qu'on va faire ou pas, ce qu'on va mettre à disposition, ce qu'on va laisser accessible ou pas. Si on n'a pas les capacités de faire les vérifications, il vaut mieux, plutôt être plus prudent que nécessaire. Ou alors après, parce qu'on peut avoir des choses qui sont travaillées aussi en équipe, on peut avoir aussi des gens qui retravaillent sur les parties de sécurité à partir du moment où ça devient nécessaire. En fait, pour beaucoup de choses sur l'IA et l'IA générative d'une façon générale, on a la même réflexion en image aujourd'hui dans ce qu'on développe. On commence à penser vraiment que la grosse erreur, c'est qui est souvent commise, c'est de se dire on fait tout avec de l'IA. Je reprends sur l'exemple de l'image, hein. Genre on va faire un prompt, à la fin on aura un film. Ça fonctionne pas. Et en revanche, aller utiliser de l'IA à différents moments pour aller retravailler une texture, pour aller faire une base de modé avant une retopo, pour aller faire différents éléments qui vont être récupérés pour travailler autre chose, de l'utiliser en pré-prod pour de l'itération. Tout ça, en fait, si on l'inscrit dans un workflow et qu'à un moment donné, il y a quand même l'humain qui va gérer tout ça. On parlait d'orchestration, de planification, de contrôle. Et à partir du moment où on a ces étapes-là qui existent, en fait, ça devient intéressant. Et là, on peut faire quelque chose pour aller plus loin que ce qu'on fait d'habitude dans le même temps ou le même budget. Et là, pour nous, ça prend du sens. Mais je pense que si on parle de code, on est exactement dans la même approche. De temps en temps, ça peut être plus rapide que de taper des lignes de code. Mais ça ne veut pas dire que ça va remplacer. C'est vraiment une distinction, je pense, qui est assez importante aussi à faire. Ok, on va s'arrêter là. On peut encore remercier Stéphane pour cette super thèse.